Le château de Luneau était le genre de domaine qui semblait défier le temps. Une façade Renaissance nichée sur les hauteurs de Nice, restaurée grâce à l'argent du cinéma et submergée par le scandale. Son propriétaire actuel, le réalisateur, oscarisé Ambrose Bellamy, était à la fois une légende et une énigme dans le monde du cinéma. Il s'était retiré sur la Côte d'Azur, affirmant que l'œuvre de sa vie était achevée. Pourtant, les rumeurs continuèrent de circuler. Des scénarios lui parvenaient encore. Il organisait encore des dîners avec des acteurs et des scénaristes. Et, plus curieux encore, il avait tourné et retourné la scène finale de son dernier film inédit. La fin du masque, pas une fois, mais 2 fois. C'est au cours d'un de ces rassemblements extravagants, coupes bordées d'or, quatuors orchestraux au bord de la piscine au clair de lune, que l'impensable s'est produit. Ambrose Bellamy a été retrouvé mort dans la salle de projection privée du château. Sa mort n'a pas été au départ qualifiée de meurtre. Il était assis dans son fauteuil de réalisateur en velours, un demi-verre de Château Margaux à ses côtés, le dernier montage de la fin du masque figé sur l'écran. Pas de blessure, pas de verre brisé, seule particularité, son expression. Les yeux grands ouverts, une larme sur la joue et un air étonné, comme s'il avait vu quelque chose ou quelqu'un juste avant de mourir. C'est le docteur Claudel, le médecin de famille, qui a évoqué une crise cardiaque. Mais Clémence Larue, la gouvernante dévouée d'Ambrose pendant 23 ans, refusait d'y croire. Il était en bonne santé. Il n'avait aucun problème. « Quelqu'un a tué M. Bellamy », murmura-t-elle avec une certitude tremblante. La police fut donc appelée, et avec elle, des murmures fusèrent parmi les invités. Des invités tous réunis pour célébrer la projection privée d'Ambrose. L'insaisissable actrice Célia Moreau, son ancienne muse. Philippe Weyland, son éditeur depuis 20 ans. Julien Darzac, le nouveau scénariste ténébreux dont Bellamy aurait rejeté le scénario. Et Élise Van Dorn, une impitoyable financière de cinéma connue pour sa ruse et son charme. Chacun était présent ce soir-là. Chacun avait quelque chose à perdre, ou à gagner. Mais c'était l'arrivée de M. Hercule Poirot à tout changer. Il n'est pas venu à la demande de la police, mais plutôt sur l'insistance d'un vieil ami, Lucien Delacroix, autrefois, producteur français de renom, et proche confident de Bellamy. « Ce n'est pas seulement la mort, Poirot, » dit Delacroix au téléphone. « C'est une performance, une scène, et toi seul peux déchiffrer ce qui était mis en scène, et ce qui était réel. » Poirot, intrigué, quitta Londres le lendemain matin. Alors que le train sifflait devant les champs de lavande de Provence, le grand détective cirait ses chaussures, redressait ses manchettes et regardait dans le miroir au-dessus de son compartiment. « Il y a toujours un acte final, » murmura-t-il. Et le rideau ne tombe que lorsque la dernière illusion se dissipe. L'affaire avait commencé, et derrière le prestige du plus grand esprit du cinéma, Hercule Poirot s'apprêtait à dévoiler un complot bien plus sombre que n'importe quel scénario. Le château de Luneau avait été scellé. Une tension sourde régnait dans ses couloirs, antiques et ses jardins impeccables, comme si les murs eux-mêmes comprenaient qu'un événement terrible s'était produit. Les gendarmes restaient postés aux portes, mais le véritable commandement appartenait désormais au petit homme précis qui se tenait dans le hall, les yeux brillants sous son chapeau impeccable. Hercule Poirot. Il se déplaçait comme s'il ne dérangeait rien. Ses chaussures vernies ne laissaient aucun bruit sur le marbre, son regard absorbant les détails avec l'intensité d'un artiste examinant une toile. À ses côtés, Lucien Delacroix arborait la tristesse burinée d'un homme ayant survécu à toutes ces légendes. « Je leur ai dit à tous de rester, » dit Delacroix à voix basse. Ils étaient les seuls présents à la projection. Bellamy a fermé la salle à clé comme toujours. Pas de domestique, pas d'assistant, juste eux 5. Et toi, je suis arrivé en retard. Il était déjà mort. Poirot hocha la tête, les yeux plissés. Alors, commençons. Qu'ils viennent me voir un par un. Mais d'abord, montrez-moi la pièce où M. Bellamy a trouvé la mort. La salle, de projection privée, était un temple cinématographique. Rideaux de velours, appliques dorées, parfums de bois vieilli et de celluloïd. Le corps avait déjà été pris, mais la chaise était toujours là, le film toujours en pose à l'écran. L'image d'un homme masqué se regardant dans un miroir.
Poirot se pencha vers le projecteur, inspecta la bobine, le verre à vin intact, le coin déchiré d'une serviette en papier sur l'accoudoir. Il ne dit rien, puis se retourna. « Je vais voir les invités maintenant. » Ils arrivèrent, l'un après l'autre, conduits par Delacroix. Chacun s'arrêta sur le seuil du salon, où Poirot avait installé son commandement temporaire. Il n'y avait aucune formalité d'uniforme, seulement l'intense attention d'un homme dont le talent résidait dans l'écoute. Non pas de ce qui était dit, mais de la manière dont c'était dit. Célia Moreau, elle, entra la première. Elle portait une robe de soie noire cintrée à la taille, les yeux cachés par de larges lunettes de soleil. Autrefois chouchoute du cinéma français, elle exhalait désormais la mélancolie d'une gloire passée. « Ambrose adorait les jeux, » dit-elle. Pour lui, tout était théâtre, même la mort peut-être. Poirot demanda doucement. « Et pourtant, vous êtes resté au château ?» Elle retira ses lunettes, révélant des yeux baignés de larmes, parce que c'était tout ce qui me restait. Ensuite est venu Philippe Wayland, en costume élégant et aux cheveux argentés, les doigts légèrement tachés de tabac et de café. Ses manières étaient vives et professionnelles. Ambrose était un génie et un maniaque du contrôle. Il a monté lui-même le montage final. Il s'est enfermé. Il a refusé de le projeter jusqu'à hier soir. Et puis, ça. « Et tu as vu la fin ?» demanda Poirot. « Non, aucun de nous ne l'a fait. Le film s'est arrêté à mi-parcours. Surtension, ont-ils dit. Et puis, on l'a retrouvé. » Julien Darzacquil arriva avec l'apparence débraillée d'un poète, le col de travers, les doigts tachés d'encre, les yeux injectés de sang. Son ton était défensif. Je lui ai dit que le scénario était prêt. Il n'a jamais répondu. Peut-être qu'il en avait assez de mon travail. Peut-être qu'il en avait assez de tout. Poirot haussa un sourcil. « Alors, vous vous êtes disputé. »« Je n'appellerai pas ça une dispute, » murmura Darzac. « Plutôt un désaccord artistique. Élise Van Dorn, c'était la dernière. Soignée, posée, vêtue de blanc comme une femme assistant à un gala plutôt qu'à une enquête. Elle serra la main de Poirot avec une précision sereine. « J'étais sa mécène, » dit-elle. « Il me devait un chef-d'œuvre. Je lui ai donné de l'argent et il m'a posé des questions. Quel genre de questions, madame ?» Elle sourit, légèrement. « Il y en a auxquelles même moi je n'ai pas su répondre. » À chaque départ, Poirot restait assis sur sa chaise, impassible. Delacroix répondit « Alors, qu'en penses-tu » Poirot lissa sa moustache. « Je crois, mon ami, que quelqu'un a écrit un scénario, mais pas pour le cinéma, pour un meurtre. » Et tandis que les vents méditerranéens faisaient bruisser les arbres à l'extérieur, Poirot tourna une fois de plus son regard vers la salle de projection verrouillée. Hercule Poirot se tenait silencieusement près de la grande baie vitrée, donnant sur les jardins du château de Luneau, son regard scrutant le délicat jeu d'ombre et de lumière sur l'allée de gravier. Le soleil était bas, baignant le domaine d'une douce lueur, mais l'air était lourd, chargé du poids des secrets non dits. Le spectacle de la réunion commençait à se calmer, telle une symphonie attendant sa première note. Lucien Delacroix, observant les mouvements calmes de Poirot, s'aventura doucement. « Monsieur Poirot, vous ne semblez pas troublé par les faits comme d'autres. » Les lèvres de Poirot s'étirèrent en un léger sourire. « Ah, mais mon ami, les faits sont comme les pièces d'un puzzle éparpillées sur le sol. Ce ne sont pas les faits seuls qui troublent l'esprit, mais les connexions cachées en dessous. L'ordre, le rythme, c'est ce que je recherche. » Lucien hocha la tête, impressionné comme toujours par le calme inhabituel du détective face à la tragédie. « Et qu'est-ce que vos petites cellules grises ont commencé à percevoir ?»« Patience. Il y a un temps pour tout. » Les yeux de Poirot pétillèrent. « Mais d'abord, nous devons parler à chacun des présents, non seulement pour recueillir des informations, mais pour observer la moindre hésitation, le bref faux pas de la vérité. » Le salon, avec ses lourds rideaux et ses chaleureux panneaux d'acajou, devint le théâtre de Poirot. Un à un, les suspects furent convoqués, chacun sous le regard subtil et inquisiteur du détective. Célia Moreau. Quand Célia revint, sans ses lunettes de soleil cette fois, Poirot trouva sa vulnérabilité impossible à dissimuler. Sa voix, douce mais ferme, était teintée de nostalgie.
Monsieur Bellamy était plus qu'un réalisateur. C'était un homme hanté par sa propre création. La fin du masque, cette scène finale, l'a consumé. Poirot la regarda attentivement. Vous dites qu'il a filmé la scène finale 2 fois? Oui, 2 fois, et les 2 versions étaient différentes. Comme s'il cherchait à capturer quelque chose d'insaisissable, quelque chose au-delà du cadre. Poirot hocha la tête, pensif. Dites-moi, Madame Moreau, comment avez-vous trouvé l'ambiance pendant la projection? Y avait-il de la tension? Du malaise? Elle hésita, le regard baissé. Oui, Ambrose était agité. À un moment, il a mis le film sur pause et a murmuré « Il me mente ». Mais personne d'autre n'a compris. Et à qui pensez-vous? Qu'il faisait référence, madame? Elle déglutit difficilement, puis secoua la tête. Je ne sais pas. Mais j'avais peur. Philippe Weyland ensuite. Poirot fit face à Philippe Weyland, dont l'expression était un masque de détachement. Professionnel. Monsieur Weyland, vous montez les films d'Ambrose depuis des années. Dites-moi, avez-vous remarqué des changements chez lui récemment? Weyland ajusta ses menottes. Il était imprévisible, maniaque. Ce dernier film, il est devenu secret, presque paranoïaque. Avez-vous été témoin de désaccords avec les autres personnes présentes hier soir? Seulement des tensions subtiles. Bellamy n'était pas homme à tolérer facilement la critique. Il se heurtait souvent à Julien Darzac. Ah, le scénariste? Oui, le style de Darzac était moderne, brut. Bellamy préférait la précision classique. Le regard de Poirot s'aiguisa. Avez-vous vu le montage final, monsieur Weyland? Eh non, le film s'est figé à mi-projection. Un problème technique, ont-ils dit. Et pourtant, la mort de monsieur Bellamy a suivi immédiatement. Oui, l'entrée de Julien Darzac était marquée par une énergie agitée, ses yeux s'agitant comme si les murs pouvaient murmurer des secrets. Monsieur Darzac, votre scénario a été refusé? Sa voix se brisa légèrement. Pas vraiment rejeté. Bellamy a dit que c'était incomplet. Mais oui, il a refusé de poursuivre. Poirot se pencha en avant. Est-ce que ça a causé des frictions? Darzac soupira. C'était plus qu'une simple friction. Je me suis senti trahi. Mon art a été bafoué. As-tu vu Bellamy hier soir? Oui, pendant la projection. Et votre avis sur le film? Artificiel. Ça manquait de cœur. L'expression de Poirot était indéchiffrable. Avez-vous parlé à Bellamy après la projection? Non. Il était distant. Elise Van Dorn's manière d'Elise Van Dorn était glaciale, mais posée. Madame Van Dorn, vous avez financé le film final. Bellamy a-t-il subi des pressions pour le livrer? Elle sourit faiblement. La pression est l'essence même du cinéma. Bellamy le savait. Avez-vous assisté à la projection? Oui. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? Ses yeux se plissèrent, légèrement. Ambrose était tendu, pas dans son genre. Mais ce métier exige des nerfs d'acier. Le regard de Poirot était inflexible. Et si ces nerfs lâchent? Elle haussa les épaules avec élégance. Alors, il faut en payer le prix. Après les entretiens, Poirot se retira dans son bureau, une pièce remplie de livres et de reliques provenant de ses nombreuses affaires. Il se servit une tasse de thé et resta assis en silence, les doigts croisés sous sa moustache parfaitement taillée. « Il y a des contradictions, » murmura-t-il. « La peur, le ressentiment, le secret et une mort sans cause apparente. Mais la vérité, elle se cache sous un voile tissé de folie humaine. » Lucien entra discrètement. « Quelle est votre prochaine étape? » Observer, écouter, attendre que les fissures apparaissent dans la façade. Car même le scénario le plus soigneusement conçu comporte une faille, une incohérence qui trahit l'auteur. La nuit s'épaississait autour du château de Luneau, et quelque part, caché dans l'ombre du château, l'auteur de cette pièce mortelle attendait l'acte final. 4e partie. La première fausse piste. Le soleil matinal projetait de longs rayons pâles à travers les hautes fenêtres de la bibliothèque du château. Des grains de poussière dansaient dans la lumière dorée, contrastant fortement avec l'atmosphère pesante qui régnait. Hercule Poirot, assis derrière un immense bureau en acajou, examinait attentivement les transcriptions de ses conversations avec les suspects. Bien que leurs propos fussent consignés avec une écriture soignée et précise,
Ce sont les silences et les esquives qu'il avait notés en personne qui occupèrent ses pensées. Dehors, les domestiques vaquaient à leurs occupations en silence, leurs regards furtifs se portant vers les pièces où l'enquête avait confiné certaines parties du domaine. Les chuchotements des domestiques constituaient le courant sous-jacent du château. Une tension fragile, tel un film fragile prêt à éclater. La tranquillité de Poirot fut bientôt interrompue par le coup sec frappé par le lieutenant. De gendarmerie marchant, l'officier local chargé de l'affaire. Il entra avec un hochement de tête vif. « Monsieur Poirot, nous avons un incident, venez vite. » Sans hésitation, Poirot se leva et suivit le lieutenant à travers les couloirs sinueux vers la salle de projection privée, la pièce même où Ambrose Bellamy avait été retrouvé mort. L'atmosphère était tendue. Une foule d'officiers se tenait près de la porte, murmurant à voix basse. Clémence Larue, la gouvernante inébranlable, était pâle, mais calme, debout, juste à l'intérieur de la pièce. L'œil perçant de Poirot remarqua rapidement un nouveau détail. Les débris d'une fiole en verre sur le sol, une légère odeur chimique flottant dans l'air. « Qu'est-ce que c'est » demanda calmement Poirot. Le lieutenant Marchand répondit « Nous avons trouvé des traces de poison dans le sang de Monsieur Bellamy, mais cette fiole a été brisée récemment. Il semble que quelqu'un ait tenté de monter une scène. Une fausse piste, peut-être. » Poirot s'agenouilla pour inspecter les fragments. « Intéressant. Le poison a été administré, oui. Mais cette fiole cassée, trop pratique. » La voix de Clémence tremblait tandis qu'elle parlait. Monsieur Bellamy gardait toujours un petit flacon de parfum exotique dans sa poche. Ce n'est pas son parfum. En effet, dit Poirot en se levant, une nouvelle tentative pour nous induire en erreur. De retour au salon, les suspects s'étaient à nouveau rassemblés, convoqués par Delacroix. La police avait procédé à leur première arrestation, Julien Darzac. La frustration du scénariste avait dépassé les mots, et des indices indirects, sa présence près de la salle de projection juste avant la découverte du corps, une dispute entendue entre lui et Bellamy, et une note manuscrite retrouvée, avaient fait de lui le principal suspect. Darzac était assis, pâle et provocateur, entouré de 2 officiers. Ses yeux brûlaient d'un mélange de peur et de colère. « Je vous l'ai dit, je ne l'ai pas tué !» cria-t-il. « Si, je me suis disputé avec Ambrose. Oui, j'étais en colère. Mais un meurtre, jamais. » Poirot resta silencieux, son expression indéchiffrable. L'interrogatoire cet après-midi-là, Poirot rejoignit le lieutenant Marchand dans la petite salle d'interrogatoire attenante à la cave à vin du château. Julien Darzac était assis, affalé, les mains légèrement tremblantes. « Mon ami » et commença doucement Poirot. « Dites-moi franchement, avez-vous eu l'occasion d'administrer du poison ?» Dissolvant une partie de sa bravade, Darzac admit. « Non, monsieur, je n'y avais pas accès. De plus, le poison est l'arme des lâches. Je voulais que Bellamy voie la vérité dans mes écrits, pas le réduire au silence. Alors, explique-moi ce mot, insista Poirot, celui qui parle de trahison, de regret et de la scène finale. » Le visage de Darzac s'assombrit. C'était un brouillon de dialogue que j'avais écrit pour le film. Un fragment, rien de plus. On l'a volé dans mon bureau. Poirot se pencha en avant. Volé ? Par qui ? Darzac hésita. Je ne sais pas. Mais la tension était palpable. Chacun ici avait un mobile. Les réflexions de Poirot de retour. Dans son bureau, Poirot réfléchissait au réseau de tromperie. L'arrestation de Darzac est trop ordonnée, murmura-t-il. Le vrai criminel est malin, quelqu'un qui comprend suffisamment le drame pour orchestrer une diversion. Il se versa une tasse de thé, puis marqua une pause. Et les 2 versions du film ? Pourquoi refilmer la scène finale ? Quel secret Bellamy cherchait-il à percer ? La révélation de Célie Moreau plus tard dans la soirée. Célia Moreau demanda une audience privée avec Poirot dans le jardin. Sous la douce lueur des lanternes, elle parla avec urgence. « Il y a quelque chose que je n'ai pas dit auparavant, » a-t-elle avoué. Les 2 versions de la scène finale n'étaient pas seulement artistiques. Elles contenaient des fins différentes, des vérités différentes. L'intérêt de Poirot fut piqué. « Explique-moi. » Dans le premier, l'homme masqué se révèle. Dans le second, il s'enfuit, laissant la vérité cachée. Ambrose était tiraillé entre ces 2 fins, entre révélation et dissimulation.
Pourquoi filmerait-il la scène 2 fois? Elle hésita, puis murmura « Parce qu'il craignait quelqu'un dans ce château. Quelqu'un dont il n'avait pas encore démasqué le masque. » Les doutes de Philippe Weyland. Le lendemain matin, Philippe Weyland s'approcha de Poirot avec un regard troublé. « Monsieur Poirot, j'ai reconsidéré quelque chose. Parlez librement. Le soir de la projection, j'ai remarqué qu'Ambrose jetait souvent des coups d'œil vers Elise Van Dorn. Leur conversation était tendue, pas seulement professionnelle. » Poirot se caressa la moustache. « Une alliance possible ou une querelle cachée ?» Weyland hocha la tête. « Peut-être les deux. » L'alibi d'Elise Van Dorn. Poirot a immédiatement cherché Elise Van Dorn. « Madame Van Dorn, pouvez-vous nous expliquer où vous vous trouviez au moment de la mort d'Ambrose ?» Elle haussa un sourcil. « J'étais avec les autres, jamais seul. Je vous assure, monsieur, que j'ai la conscience tranquille. » Poirot n'était pas convaincu, mais choisit de l'observer attentivement plutôt que de la presser. La faute technique. Poirot a demandé à examiner à nouveau le matériel de tournage. L'équipe technique a confirmé que le film s'était bel et bien arrêté à mi-parcours en raison d'une manipulation délibérée du projecteur. « Quelqu'un voulait contrôler ce que nous voyions, » remarqua Poirot, pour cacher une partie de l'histoire. Alors que la nuit tombait à nouveau sur le château de Luneau, la paix fragile fut brisée par une nouvelle certitude. L'arrestation de Julien Darzac n'était que le début. La véritable histoire était plus profonde, tissée d'ombre et de demi-vérités. Poirot se préparait au jeu psychologique qui l'attendait, la danse du mensonge et de la vérité, où un faux pas révélerait tout. Le château avait une autre allure le lendemain matin. Ces vastes salles étaient imprégnées d'une tension presque palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. L'arrestation de Julien Darzac avait jeté une ombre considérable, mais Poirot soupçonnait le véritable coupable de rester discrètement aux aguets, le masque toujours intact. Il savait que la solution ne viendrait pas de simples preuves ou d'accusations brutales. Elle émergerait plutôt de la subtile révélation du comportement humain. La méthode de Poirot était toujours la même. Pousser doucement, observer attentivement et déstabiliser sans confrontation ouverte. L'esprit, disait-il souvent, était le théâtre le plus délicat et le plus traître de tous. Les suspects se rassemblèrent dans la grande salle à manger pour le petit déjeuner, le visage caché, certains exprimant ouvertement leur ressentiment envers la détention de Darzac. Poirot prit place au bout de la longue table en chêne, les yeux plissés par une résolution sereine. « Mes amis, commença-t-il, il ne suffit pas de savoir ce qui s'est passé. Il faut comprendre pourquoi et comment. Le cœur humain est complexe, et c'est là que réside la vérité. » Célia Moreau, le visage pâle mais résolu, répondit « Et pourtant, la police a un suspect. »« Ah, la police, elle est parfois trop pressée, » dit Poirot d'un ton doux. « La justice exige patience et précision. » Son regard parcourut la pièce, s'attardant sur chaque individu. « J'ai remarqué une certaine tension entre Madame Van Dorn et Monsieur Bellamy. » Les yeux d'Élise Van Dorn lancèrent des éclairs. « Nous sommes des professionnels, Monsieur Poirot. La tension est courante dans l'art. »« Peut-être, » approuva Poirot, « mais la tension peut aussi masquer des secrets. » Après le petit déjeuner, Poirot invita chaque suspect individuellement à un interrogatoire plus approfondi, mais son approche avait changé. Plutôt que d'insister sur les faits, il préféra semer le doute, guettant les failles subtiles dans leur comportement. À Célia Moreau, Poirot a posé des questions sur sa relation avec le dernier film de Bellamy. « Madame Moreau, vous avez dit que la scène finale avait été tournée 2 fois parce que Bellamy craignait quelqu'un ici. Avez-vous réfléchi à qui cela pouvait bien être ?» Les yeux de Célia brillèrent d'inconfort. « Je sais seulement qu'il faisait confiance à très peu de gens. La confiance est fragile, » murmura Poirot. « Et une fois brisée, elle peut avoir de terribles conséquences. » À Philippe Weyland, le ton de Poirot devint plus léger, presque décontracté. « Monsieur Weyland, vous avez mentionné qu'Ambrose était un homme secret. Vous a-t-il fait part de ses craintes ?» Weyland se déplaça, mal à l'aise. « Non, jamais directement. Mais son comportement était erratique. » « Un comportement erratique peut être le signe d'une pression, » observa Poirot. « Une pression intérieure ou extérieure. »
à Élise Van Dorn. La voix calme de Poirot portait à un subtil défi. « Madame Van Dorn, dites-moi, est-il vrai qu'Ambrose craignait quelqu'un de son entourage ?» Le sang-froid d'Élise vacilla un instant avant qu'elle ne se reprenne. « La peur est une faiblesse, monsieur Poirot. Bellamy était fort. La force peut être un masque, madame. Regardez les réactions, le moment le plus révélateur de... » Poirot s'est produit lors d'un échange informel dans la bibliothèque, où il a parlé doucement avec Lucien Delacroix. « Le coupable cherche souvent à contrôler, » dit Poirot d'un ton pensif. « Il souhaite diriger le récit, un peu comme un réalisateur contrôle une scène. » Lucien hocha la tête. « Alors, en arrêtant Darzac, il se sentait en sécurité ?» « Exactement, mais le véritable coupable échappera à la vigilance, révélant son jeu par des signes subtils. Malaise, impatience, déclarations contradictoires. » Poirot parcourut la pièce du regard. De l'autre côté, Élise Van Dorn était visiblement agitée, ses doigts tapotant rapidement l'accoudoir de sa chaise. Le point de rupture, ce soir-là, Poirot organisa une petite réunion dans la salle de projection, un lieu chargé de souvenirs récents. Il projeta un extrait du film final, la version inédite pour les invités. Tandis que la pièce s'assombrissait et que les images vacillantes projetaient des ombres, Poirot observait attentivement chaque visage. Lorsque l'écran montra l'homme masqué s'enfuyant sans révéler son identité, un léger frisson parcourut Célia Moreau. Les lèvres d'Élise Van Dorn se pincèrent. Les sourcils de Philippe Weyland se froncèrent profondément. Poirot attendit, puis dit calmement : « Monsieur Bellamy a choisi de ne pas révéler la vérité, dans cette version. Mais pourquoi ? Quel secret gardait-il ? » Le silence s'est prolongé. Une provocation calculée, l'esprit de Poirot s'emballa. Il comprit qu'en montrant cette version, il avait déclenché quelque chose. Une hésitation, un malaise qui en disait long. Se tournant vers Élise Van Dorn, il dit doucement : « Madame, c'est grâce à votre financement que ce film est possible. Pourtant, son contenu semble vous inquiéter. » La voix d'Élise était calme, mais sèche. « Le film n'a jamais eu pour but d'exposer mes centres d'intérêt. Pourtant, il se peut que cela se soit produit par inadvertance. » La confession ? Plus tard dans la nuit, dans un coin tranquille des jardins du château, Poirot rencontra Lucien Delacroix. « Lucien, je crois que le coupable a sous-estimé le pouvoir d'observation. » Lucien avait l'air intrigué. « Observez ceux qui sont trop prompts à condamner et ceux qui montrent des signes subtils d'anxiété. » Delacroix fronça les sourcils. « Vous soupçonnez Madame Van Dorn ?» Poirot sourit faiblement. « Suspect, oui, mais les preuves ne viennent que lorsque le masque tombe. » La victoire silencieuse de Poirot dans la solitude de son bureau. Poirot écrivit une note pour lui-même. Le jeu psychologique a commencé. Le coupable doit se révéler par sa propre folie. Il était allongé sur sa chaise, les doigts croisés sous sa moustache, les yeux fermés. Le plus grand crime est celui de l'esprit. Et l'esprit ne peut mentir éternellement. Dehors, le château était immobile. Mais le jeu avait changé. Poirot n'était plus un simple observateur. Il était désormais celui qui mettait les pièces en mouvement. L'atmosphère au château de Luneau était chargée d'inquiétude, tandis que l'aube se levait sur le parc brumeux. Poirot se réveilla tôt, agité et alerte. Il sentait les fils invisibles du mystère se tendre, prêts à se rompre. Le jeu psychologique qu'il avait initié s'avérait efficace, mais la véritable révélation n'interviendrait que lorsque les tensions entre les suspects atteindraient leur paroxysme. Alors qu'il préparait son thé du matin, la sonnerie soudaine et aiguë du téléphone rompit le silence. C'était le lieutenant Marchand, la voix tendue. « Monsieur Poirot, je crains qu'il y ait eu un autre incident. » Le cœur de Poirot se serra. « Qu'y a-t-il, lieutenant ? » ?»« Il s'agit de mademoiselle Célia Moreau. Elle a été retrouvée inconsciente dans sa chambre. Il semblerait qu'elle ait été empoisonnée. Cette fois, il s'agissait clairement d'une tentative d'assassinat. » La scène du deuxième crime à son arrivée au château, Poirot fut conduit dans la chambre de Célia, une pièce élégante mais stérile après le chaos. Célia était pâle mais respirait, ses yeux s'ouvrant à l'approche de Poirot. « Mon ami, » murmura-t-elle d'une voix rauque, « quelqu'un cherche désespérément à me faire taire. » Poirot se pencha. « Raconte-moi tout ce dont tu te souviens. »
Le regard de Célia vacillait de peur et de détermination. J'ai reçu un message. Un avertissement. Je soupçonne que le poison était destiné à m'empêcher de parler du véritable sens de la scène finale. L'esprit de Poirot s'emballa. Qui d'autre connaissait ce secret? Le cercle se resserre la nouvelle de la tentative. De meurtre se répandit rapidement, brisant encore davantage la confiance déjà fragile entre les habitants du château. Les soupçons s'approfondirent, les alliances vacillèrent, et même le lieutenant Marchand sembla dépassé par la complexité de l'affaire. Poirot rassembla à nouveau les suspects restants dans le salon. Sa voix était calme et autoritaire. Cette nouvelle tentative d'assassinat contre mademoiselle Moreau confirme une chose. Le meurtrier craint ce qu'elle sait. Il s'arrêta, ses yeux parcourant la pièce. Qui parmi vous a le plus à perdre si ce secret est révélé? Personne n'a parlé. Poirot a poursuivi. Nous devons considérer que les deux crimes, le meurtre d'Ambrose Bellamy et cette tentative, sont les fils du même tissu. Une confession dans l'ombre ce soir-là, alors que les suspects regagnaient leur chambre, Poirot fut convoqué à la bibliothèque par une Élise Van Dorn tremblante. Son sang-froid avait enfin disparu. « Monsieur Poirot », commença-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure, « il y a quelque chose que vous devez savoir. » Poirot lui fit signe de s'asseoir, son regard fixe et patient. « Je n'ai pas tué Ambrose Bellamy, avoua-t-elle, mais je vous ai caché quelque chose. » Elle révéla que Bellamy avait découvert un scandale financier impliquant l'un des habitants du château, une transaction illicite susceptible de ruiner réputation et carrière. Bellamy comptait démasquer le coupable dans la scène finale du film. Les motivations changeantes. Les révélations d'Élise ont eu un retentissement considérable sur l'enquête. Les motivations des suspects sont devenues plus claires, mais plus complexes. L'assurance habituelle de Philip Wayland vacilla. Si Bellamy prévoyait de révéler un secret, n'importe lequel d'entre nous pourrait en être la cible. Lucien Delacroix serra les dents. Et le meurtrier est assez malin pour en piéger un autre. Poirot hocha la tête. En effet, le masque du meurtrier se dérobe à leur manipulation. Un élément manquant plus tard dans la nuit, alors que Poirot examinait les dossiers de l'affaire, une révélation soudaine le frappa. La deuxième version de la scène finale, celle dans laquelle l'homme masqué s'enfuit, manquait sur les bobines du film. « Comme c'est commode », murmura Poirot. D'éliminer les preuves qui auraient pu révéler la vérité. Il a immédiatement demandé une perquisition dans les réserves et les archives cinématographiques du château. Découverte, dans les archives, la recherche a permis de découvrir un compartiment caché derrière un panneau détaché dans la salle de montage. À l'intérieur se trouvait la bobine manquante, soigneusement conservée. Poirot tenait la bobine face à la lumière, le poids de son contenu pesant lourdement sur lui. « La vérité ultime », murmura-t-il. Mais la question demeure, qui l'a prise et pourquoi? La tempête qui se prépare, l'atmosphère du château se glaça, les divisions entre les suspects se creusant. Chacun réalisa alors que les enjeux étaient plus importants que jamais. Non seulement la justice pour Bellamy, mais aussi leur propre survie. Poirot sentait l'inévitable confrontation approcher. La vérité était un trésor fragile enfoui, sous des couches de tromperie, et bientôt, il serait temps de le déterrer. Fin de la 6e partie. Souhaitez-vous que je continue avec la section 7, l'indice caché de Poirot? Générez maintenant la section 7 de l'histoire, en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conservez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant, à environ 1200, en faisant progresser le récit naturellement, tout en menant à la section suivante. 7e partie. L'indice caché de Poirot. La découverte de la bobine manquante jeta un nouvel éclairage sur l'enquête. Dans la solitude silencieuse de la salle de projection privée du château, Poirot se prépara à visionner les images. Il disposa soigneusement les lumières, tamisées juste assez pour préserver l'atmosphère, mais suffisamment vives pour permettre une observation détaillée. Les autres, quant à eux, étaient maintenus à une distance prudente, leur curiosité palpable juste derrière la porte. Alors que le projecteur s'allumait, les images vacillantes sur l'écran commencèrent à révéler la vérité, volontairement occultée. L'homme masqué s'enfuit, comme la fois précédente. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent.
quelque chose de subtil qui avait échappé à son attention jusqu'alors. Les yeux de Poirot se plissèrent, fixant intensément. L'attention, ce n'était pas un indice physique au sens habituel du terme, mais un détail bien plus révélateur. Un geste fugace, un regard, une hésitation, immortalisée par la pellicule, qui trahissait la personnalité du meurtrier. L'importance d'un « gante la main de l'homme masqué apparut, brièvement éclairé par la faible lumière d'une lanterne. Le regard perçant de Poirot remarqua un gant particulier, un gant disparate du reste du costume, orné d'un monogramme délicat, presque imperceptible. « Mon Dieu !» murmura Poirot. « Ce gant appartient à quelqu'un dans cette pièce. » Il mit la bobine en pause, agrandissant le cadre à l'écran. La broderie était complexe, un E et un L entrelacés. Réexamen d'Elise Van Dornset. Indice dirigea immédiatement les pensées de Poirot vers Elise Van Dorn. Il se souvint des signes subtils d'agitation, de l'impatience dont elle avait fait preuve lors de la visite de la veille. Poirot fit discrètement venir Elise dans la salle de projection. Elle entra, l'air calme, mais le regard pénétrant de Poirot la déstabilisa. « Madame Van Dorn, commença-t-il, reconnaissez-vous ce gant ?» Les yeux d'Élise clignèrent involontairement. « C'est mon gant. Et pourquoi était-ce sur la main de l'homme masqué ?» Élise hésita, son sang-froid s'effritant. « Je ne peux pas l'expliquer. » Un réseau de tromperies l'esprit de Poirot s'emballa tandis qu'il rassemblait les fils emmêlés. Le gant n'était pas un simple vêtement, c'était le symbole d'une tromperie plus profonde. Il interrogea soigneusement Élise sur ses allées et, venu pendant le tournage de la scène finale, sondant les incohérences de sa chronologie. Ses réponses, d'abord fermes, commencèrent à s'effilocher sous l'examen minutieux de Poirot. Le détective a également réexaminé les alibis d'autres suspects, en recoupant leurs récits avec les nouvelles preuves, une découverte troublante pendant ce temps, le lieutenant Marchand a découvert quelque chose de troublant. Le gant portait des traces d'un poison rare et puissant sur son tissu, un poison qui correspondait à la toxine trouvée dans la tentative d'empoisonnement de Célia. Moreau, l'expression de Poirot s'assombrit. Le meurtrier est effronté, il laisse derrière lui des preuves qui pourraient facilement le condamner. Le jeu était devenu bien plus dangereux, il ne s'agissait plus simplement de faire taire le secret de Bellamy. Désormais, quelqu'un était prêt à tuer à nouveau pour le garder enfoui. L'avantage psychologique Poirot organisa une nouvelle rencontre avec les suspects, employant cette fois ses tactiques psychologiques habituelles. Il parla lentement, modulant délibérément ses propos pour les déstabiliser. « Mes amis, dit Poirot, la vérité est comme un gant. Lorsqu'elle est parfaitement ajustée, elle révèle la main qui se cache en dessous. » Il observa attentivement, le visage d'Élise Van Dorn pâlir et ses mains trembler. « Pourquoi tremblez-vous, madame ?» La voix d'Élise était à peine audible. « J'ai peur de la vérité. » Une rupture dans le masque à mesure que la nuit s'épaississait, les observations de Poirot s'intensifièrent. Il remarqua le regard d'Élise se poser sur un tableau, accroché au mur. Un tableau représentant un bal masqué, rappelant étrangement la scène finale du film. Poirot saisit l'occasion. « Madame, ce tableau, vous est-il familier ?» Élise hocha la tête, le regard hanté. « Oui, c'était lors du dernier bal masqué auquel Bellamy avait assisté. » Peut-être alors, songea Poirot, le masque n'est-il pas seulement un costume, mais un symbole de péché caché. La lettre cachée, le lendemain matin, la recherche méticuleuse de Poirot dans les appartements d'Élise a révélé une lettre cachée, soigneusement pliée sous une planche de plancher mal fixée. L'attrésio. Lettre était une confession, non pas de meurtre, mais de complicité. Élise reconnaissait avoir aidé Bellamy à découvrir le scandale financier, mais affirmait ignorer l'identité du meurtrier. Cette lettre, dit Poirot au lieutenant Marchand, est une pièce essentielle du puzzle. Elle montre que le meurtrier avait un complice. Bouclé la boucle fort de ce nouvel indice, Poirot convoqua une dernière réunion des suspects. Il était plus proche que jamais de découvrir la vérité, mais resta patient, laissant la tension monter. Alors que les invités se rassemblaient, leurs visages mêlant peur et défi, Poirot se préparait à révéler les incohérences subtiles,
les petits gestes et les vérités cachées qui exposeraient le meurtrier. 8e partie, le rassemblement final, le salon du château de Luneau, se transforma en une arène d'attente. La lumière du soleil de l'après-midi filtrait doucement à travers les hautes fenêtres, projetant des ombres allongées sur la moquette aux riches motifs. L'air était chargé d'une tension sourde, tandis que les suspects rassemblés attendaient l'arrivée d'Hercule Poirot. Chaque visage était un exemple de retenue et d'anxiété. Certains feignaient le calme, d'autres trahissaient de subtils tremblements et de peur. La certitude que la vérité allait bientôt éclater pesait lourdement sur chacun, et l'esprit de chacun s'emballait dans le tissu de soupçons et de demi-vérités qu'ils avaient tissés. L'entrée de Poirot enfin, la silhouette reconnaissable, entre toutes d'Hercule Poirot entra dans la pièce. Son allure impeccable, jusqu'au pli précis de sa cravate et à l'éclat de ses chaussures cirées, semblait attirer l'attention sans effort. Ses petites cellules grises brûlaient des révélations des jours précédents, et pourtant, son attitude était posée, presque sereine. « Mes amis, commença Poirot d'une voix calme mais vibrante, nous sommes arrivés à un moment de vérité. Le tissu des mensonges commence à se défaire, et les fils nous mènent au cœur du problème. » Il marqua une pause, scrutant la pièce d'un regard pénétrant. « Je vous demande patience et honnêteté, car seules ces deux qualités peuvent rendre justice. » Première étape, la bobine manquante. Poirot commença par raconter la découverte de la bobine de film manquante, soulignant son importance. Il expliqua comment les images filmèrent la fuite de l'homme masqué de la scène de crime et comment un indice, petit mais crucial, un gant brodé des initiales E et L entrelacées, avait été oublié. « Comme nous l'avons vu, dit Poirot, ce gant n'appartient à personne d'autre que Madame Élise Van Dorn. » Des murmures parcoururent la pièce, mais Poirot leva la main pour demander le silence. Deuxième étape, le poison et la tentative de meurtre. Poirot poursuivit en détaillant la tentative d'empoisonnement de mademoiselle Célia Moreau. Il lia la toxine rare trouvée sur le gant à la substance administrée à Célia. « Notre meurtrier, déclara Poirot, est audacieux, voire téméraire, et prêt à risquer sa vie pour protéger ses secrets. » Il regarda directement Élise, qui était assise, raide, son visage un masque de peur contrôlé. Troisième étape. Contradiction psychologique. Poirot s'est ensuite penché sur les subtiles contradictions qu'il avait observées dans le comportement des suspects lors de ses interrogatoires. Il a évoqué les moments d'hésitation, les regards fugaces et les incohérences dans les chronologies. « Pour tromper, disait Poirot, il faut maîtriser ses émotions. Pourtant, notre coupable, sous le poids de la culpabilité et de la peur, s'est trahi de manières insignifiantes mais révélatrices. » Il déplaça lentement son regard d'un suspect à l'autre, la pièce rétrécissant sous son examen. Étape 4. Le scandale financier. Poirot révéla ensuite le contexte crucial, le scandale financier révélé par Bellamy. Il expliqua comment Élise avait avoué avoir aidé Bellamy à découvrir la vérité, mais avait caché l'identité du véritable coupable. Ce scandale, déclara gravement Poirot, a fourni un motif suffisant pour un meurtre, ainsi que le désespoir de faire taire quiconque pourrait le révéler. Étape 5. La lettre cachée. Avec une solennité délibérée, Poirot sortit la lettre cachée découverte sous le plancher d'Élise. Il lut à voix haute l'aveu de complicité d'Élise, soulignant son ignorance quant à l'identité du meurtrier. Cette confession, qu'a déclaré Poirot, est à la fois un plaidoyer et un bouclier. Il fixa de nouveau Élise. Pourtant, la question demeure. Qui a commandité une telle trahison et pourquoi? Étape 6. L'histoire du gant. Poirot a repris l'histoire. Du gant, désormais au cœur du mystère qui se dévoile. Ce gant, brodé d'un E et d'un L, désigne Madame Élise Van Dorn. Mais le gant empoisonné révèle une autre hypothèse, une tentative de l'impliquer ou de brouiller les pistes du meurtrier. Il fit un geste vers les autres. « Voyez, qui d'entre vous aurait le plus intérêt à piéger Élise ou à faire taire Célia, qui en savait trop, elle aussi. » Étape 7. Le rôle des autres suspects. Poirot scruta alors les autres suspects. Philip Wayland, l'ambitieux producteur,
avait tout à gagner à dissimuler le scandale. Lucien Delacroix, l'acteur chevronné, avait une réputation à protéger. Célia Moreau elle-même avait des secrets qu'elle gardait précieusement. Le regard de Poirot était perçant tandis qu'il détaillait chaque motif, tissant une tapisserie de coupables possibles. Étape 8. Le rebondissement final au moment où la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Les yeux de Poirot se tournèrent vers la cheminée, où un petit objet était partiellement caché. Un stylo, orné mais familier. « Ceci, dit doucement Poirot, appartient au véritable coupable, un instrument emblématique de création et de destruction. » Il s'arrêta, laissant le poids de ses mots s'imprégner. L'accusation Poirot se tourna carrément vers Lucien Delacroix. « Mon ami, tu portes bien le masque de l'innocence. Mais tes mains ont fait ce que ta conscience ne peut supporter. » La salle haleta. Lucien perdit son sang-froid un instant avant de se lever. « Poirot, tu te trompes, » protesta Lucien, la voix tendue. Poirot sourit doucement. « Au contraire, c'est vous qui avez tissé le fil final de cette histoire tragique. » La confession de Lucien face à la logique inflexible de Poirot, la résistance de Lucien s'effondra. Il avoua le meurtre d'Ambrose Bellamy, la tentative d'empoisonnement de Célia et le retrait de la pellicule pour supprimer des preuves. Son motif, le désespoir de cacher son implication dans le scandale et de préserver sa carrière et son héritage. Justice et réflexion. Tandis que Lucien était emmené par le lieutenant Marchand, Poirot réfléchissait à haute voix sur la nature humaine. Le meurtre, mes amis, est souvent le fruit de la peur et de la vanité. Pourtant, sous le masque de la tromperie, les petites cellules grises trouvent toujours la vérité. Fin de la 8e partie. Souhaitez-vous que je continue avec la section 9, la révélation? Générez maintenant la section 9 de l'histoire, en assurant une continuité fluide avec la section précédente. Conservez le même rythme, le même développement des personnages et la même accumulation de mystères, sans révélation prématurée. Maintenez un nombre de mots constant, à environ 1200, en faisant progresser le récit naturellement, tout en menant à la section suivante. 9e partie. La révélation. La tension était palpable dans le salon du château de Luneau, le silence pesant n'étant rompu que par le léger bruissement des vêtements et le tic-tac d'une horloge de parquet ornée. Hercule Poirot se tenait au centre, l'œil serein de la tempête, tous les regards fixés sur lui. Il avait convoqué les invités pour une ultime réunion, celle qui dévoilerait l'écheveau de mensonges et de tromperies qui avait enveloppé le meurtre d'Ambrose Bellamy. Un début calculé. « Mes amis, » commença Poirot d'une voix posée, et posée. « Nous sommes arrivés au moment où tout doit être mis à nu. Ce mystère, complexe et enveloppé d'ombre, est enfin prêt à être dévoilé. » Il marqua une brève pause pour laisser la gravité retomber, puis continua. Ambrose Bellamy était un homme accablé de secrets, des secrets qui menaçaient de bouleverser la vie de nombreuses personnes présentes ici ce soir. Démasquer le véritable coupable. Le regard de Poirot parcourut la pièce, s'arrêtant tour à tour sur chaque visage. Bien que les soupçons se soient portés sur beaucoup, ce sont les petits détails, les nuances du comportement humain qui révèlent le véritable coupable. Il fixa Lucien Delacroix du regard. « Lucien, tu craignais que le scandale ne détruise ta réputation. Tu as tenté de faire taire Ambroise par le meurtre et d'éliminer Célia Moreau, qui menaçait de révéler la vérité. » L'expression de Lucien était provocante, mais le regard scrutateur de Poirot était implacable. Le gant et le monogramme Poirot brandit le gant brodé. Ce gant, portant les initiales EL, était destiné à impliquer Madame Élise Van Dorn. Une ruse astucieuse pour nous induire en erreur, mais pas assez. Il expliqua comment Lucien avait volé le gant dans la loge d'Élise, espérant détourner les soupçons. Pourtant, ajouta Poirot, le poison trouvé sur le gant appartenait à une toxine rare à laquelle vous seul, Lucien, aviez accès. Grâce à votre collection privée, la bobine de film manquante Poirot aborda la question de la bobine manquante. Pour dissimuler davantage votre crime, vous avez retiré la bobine qui filmait votre fuite, tentant ainsi d'effacer votre culpabilité.
Le détective a décrit comment la hâte de Lucien avait laissé des traces révélatrices sur la boîte de film et comment la réapparition de la bobine avait révélé sa tromperie. Motif psychologique et contradiction. Poirot raconta ensuite les incohérences psychologiques qui avaient révélé la culpabilité de Lucien, le regard nerveux, les alibis contradictoires et l'hésitation lors de l'interrogatoire. Ce sont les signes que les petites cellules grises détectent lorsque les autres les négligent. Le rôle d'Élise et la lettre cachée se tournant vers Élise Van Dorn, Poirot reconnut sa complicité dans l'aide apportée à Bellamy, mais souligna son ignorance des intentions de Lucien. Il a révélé la lettre cachée avouant son aide pour révéler le scandale, mais insistant sur son innocence concernant le meurtre. La tentative d'empoisonnement. Poirot a ensuite abordé la tentative d'empoisonnement de Célia Moreau. Le désespoir de Lucien allait jusqu'à tenter de faire taire Célia, dont la connaissance le mettait en danger. Il a décrit comment le poison a été administré et comment le gant a été laissé comme un jeton trompeur. Poirot a habilement tissé les fils du mystère, détaillant les interactions entre les suspects, leurs motivations et la séquence des événements qui ont abouti au meurtre. Il a souligné comment les actions de Lucien étaient motivées par la peur et la vanité, conduisant finalement à sa chute. Après son exposé détaillé, Poirot laissa un moment de silence s'installer. Dans la salle, les suspects encaissèrent le poids de la révélation. Le lieutenant Marchand s'avança, signalant l'arrestation de Lucien Delacroix. Tandis que les officiers s'approchaient pour l'escorter, la façade de Lucien s'effondra et il n'opposa aucune résistance. Alors que le calme revenait dans la pièce, Poirot s'adressa aux invités restants. Le meurtre, mes amis, n'est pas seulement un acte passionnel, mais souvent un acte calculé par crainte d'être démasqué. Le cœur humain est un labyrinthe, et seule une déduction minutieuse permet d'en démêler les méandres. Les invités s'étaient rassemblés sur invitation, même si aucun n'avait vraiment eu le choix. À 6 heures précises, tandis que les derniers rayons du soleil couchant filetaient à travers les hautes baies vitrées du salon de Greystone Hall, Hercule Poirot prit place près de la grande cheminée, les mains soigneusement jointes, le regard brillant de la certitude d'un homme ayant enfin trouvé la symétrie dans le chaos. Lady Millicent Hargrave se tenait à proximité, statuaire comme toujours, tandis que l'inspecteur Calloway se profilait dans le coin, les yeux plissés et les bras croisés, s'attendant toujours à ce que le Belge se ridiculise, ou pire, se moque de la police locale. Les suspects étaient assis, même si peu d'entre eux s'asseyaient facilement. Le producteur Harlan Duval tambourinait des doigts sur l'accoudoir de son fauteuil. Helena Vestry, glaciale et posée, tenait un fume-cigarette comme un sceptre. Edgar Rims était à moitié ivre et empli de ressentiment. Rupert Vale était assis avec la crispation d'un homme attendant le verdict, et Cléo Martin, jeune, furieuse, brillante, raide, fixant Poirot du regard. « Mes amis, » commença doucement Poirot, « je vous remercie tous d'être venus. Je ne vous retiendrai pas longtemps, même si je suis belge, pas britannique, et que ma conception de la concision peut donc différer. » Quelques rires polis s'échappèrent, faibles, méfiants. Poirot poursuivit. « Nous sommes réunis pour discuter de la mort de Marcus Carmichael, une mort qui, jusqu'à présent, a revêtu le masque d'un suicide. Mais comme pour toute bonne pièce de théâtre, nous devons nous demander qui a écrit la scène finale. » Il a laissé cette question en suspens. L'inspecteur Calloway, avec une logique admirable, a conclu que Marcus s'était suicidé. Le revolver était à lui. La pièce était fermée à clé. Le message convaincant. Mais non, dis-je. Il s'agissait d'un meurtre. Et la mise en scène était plus astucieuse que toutes celles que Marcus avait jamais réalisées. Duval ricana. Sauf votre respect, monsieur Poirot. Si vous insinuez qu'un acteur s'est introduit et a mis en scène un meurtre, je ne suggère pas, monsieur Duval, interrompit sèchement Poirot. Je savoir. Permettez-moi de vous présenter la performance finale. Il marchait lentement devant le foyer, chaque pas mesuré. Pour commencer, il faut examiner les motivations. Chacun de vous avait des raisons d'en vouloir à Marcus Carmichael. Ne prétendons pas le contraire. Monsieur Duval, vous vous disputiez constamment avec le réalisateur au sujet du budget. Vous craigniez qu'il ne sabote la production par dépit. Oui, admit Duval. Mais ce n'est pas un meurtre. Mademoiselle Martin, se tourna Poirot, vous avez écrit la fin originale.
Marcus l'a radicalement modifié. Vous lui avez dit qu'il avait massacré l'âme de votre histoire. Cléo hocha froidement la tête. Et je maintiens ma position. Pourtant, le mobile seul ne suffit pas à révéler le meurtrier. Il faut plutôt s'intéresser à la psychologie, aux contradictions. Il se tourna vers Rupert Vale. « Monsieur Vale, on vous a vu vous disputer avec Marcus la nuit précédant sa mort. » La bouche de Rupert se contracta. On n'était pas d'accord sur l'éclairage. Poirot plissa les yeux. Et pourtant, les images manquantes du tournage de la semaine précédente? Elles n'ont jamais été retrouvées. Un silence s'ensuivit. Puis Vale murmura « Je l'ai détruit. Il était inutilisable. Il m'en a voulu. Il a menacé de me licencier. » Poirot hocha la tête une fois et passa à autre chose. « Monsieur Reems, vous étiez furieux d'apprendre que votre rôle avait été réduit dans le montage final. Vous aviez beaucoup bu la veille. » Reems grogna. « Je suis toujours furieux et je bois tout le temps. Ça ne fait pas de moi un tueur. » « Non, » concéda Poirot. « Mais vous avez tous joué votre rôle dans l'atmosphère qui a préparé ce crime. Laissez-moi maintenant vous présenter le déroulement des événements, comme ils se sont réellement produits. » Poirot recula, sa voix tombant dans un rythme plus profond et plus délibéré. La nuit du meurtre, Marcus Carmichael ne s'est pas retiré seul. Il a reçu la visite d'une personne dans son bureau, la seule qu'il acceptait sans hésitation d'entrer dans ce sanctuaire. Cette personne est restée assise avec lui pendant plus d'1 heure. Ils ont bu, se sont disputés, et finalement, le visiteur a sorti un revolver, celui de Marcus, et lui a tiré une balle dans le cœur. Des halètements parcoururent la pièce. « Mais attendez » poursuivit Poirot en levant un doigt. Le tueur était face à un dilemme. Le bureau était verrouillé de l'intérieur. Comment faire croire à un suicide? Ils ont agi rapidement. Ils ont placé l'arme près de la main de Marcus et ont glissé le mot. Et puis, véritable coup de maître, ils sont sortis non pas par la porte verrouillée, mais par la fenêtre. « Impossible, » dit Calloway. « Il n'y avait pas d'échelle, pas d'empreinte de pas. »« Ah » sourit Poirot. « Mais le tueur n'est pas descendu. Il est monté. En haut, il était auparavant entré par la fenêtre, invisible, depuis le jardin jusqu'au balcon. Après le meurtre, ils se sont abaissés par le treillis, dont j'ai découvert qu'il présentait des éraflures récentes sur le bois et des fibres de vêtements. » Calloway cligna des yeux. « Mais qui ?» demanda Helena Vestry. « Qui prendrait le risque de grimper comme ça ?» Poirot se tourna enfin vers la dernière chaise. « Mademoiselle Martin, » dit-il doucement. « Je crois que vous avez écrit non seulement la fin originale du film, mais aussi la véritable fin de Marcus Carmichael. » Le visage de Cléo ne broncha pas. « Tu es fou. » »« Non, juste une précision. On vous a vu porter des gants le lendemain matin, alors qu'il ne faisait pas froid. Vous avez prétendu vous être couché tôt, et pourtant le personnel a rapporté vous avoir vu dans le jardin vers minuit. Et finalement, en examinant la machine à écrire de votre chambre, j'ai trouvé une page froissée dans la corbeille. Un brouillon de lettres de suicide. Elle portait le nom de Marcus. Sa lèvre tremblait. « Il a détruit mon scénario » siffla-t-elle. « Il m'a dit que mes personnages n'étaient pas véridiques, que je ne comprenais pas comment les gens le choses ont pris fin. Alors je lui ai montré. Je lui ai offert une fin parfaite. Une fin qu'aucun public ne pourrait oublier. » Calloway s'avança, mais Poirot leva la main. Un dernier détail. La Bible de la continuité. Elle avait disparu, mais je l'ai trouvée cachée derrière un faux panneau dans votre armoire, mademoiselle. Marcus y avait griffonné ses notes de ce dernier jour, dont un commentaire cinglant sur vos modifications du 3e acte. Vous craigniez qu'il use de son influence pour ruiner votre carrière. Les épaules de Cléo s'affaissèrent. Il l'avait déjà fait. L'inspecteur Calloway s'est avancé pour l'arrêter, mais Cléo se tenait seule, la tête haute, l'image, même d'une fin tragique. Poirot se tourna vers la pièce. La scène est terminée. La pièce est terminée. Le salon était plongé dans un silence pesant après les aveux de Cléo Martin. Même le feu crépitant semblait retenir son souffle. L'inspecteur Calloway s'avança discrètement pour l'emmener en garde à vue, son air bourru habituel, adouci par une pointe de respect réticent. Poirot, debout avec son élégance caractéristique, croisa les mains une fois de plus, les yeux brillants de l'éclat indubitable du triomphe.
non pas de la cruauté, mais de la justice rendue. Mes amis, commença-t-il d'une voix calme et précise, l'affaire de Greystone Hall est résolue, mais avant que nous ne partions tous, permettez-moi de partager les dernières réflexions de ce drame tragique. Il fit un geste vers le groupe rassemblé. Ce mystère, comme toute bonne histoire, est composé de plusieurs couches. Chaque suspect portait son propre fardeau secret, chaque motif mêlé d'ambition, de jalousie et de regret. Et pourtant, un seul a franchi le terrible pas de la pensée à l'action. Il s'arrêta, laissant le poids du moment se poser. Cléo Martin, la jeune écrivaine dont le talent et l'orgueil furent blessés par les jugements sévères de Marcus Carmichael, fut poussée à cet acte désespéré, non seulement par la rancune, mais aussi par un profond sentiment d'injustice. Elle croyait qu'en mettant fin à la vie de Marcus, et en le mettant en scène comme un suicide, elle pourrait accomplir son ultime acte de vérité. Helena Vestri, dont les yeux brillaient de défi, murmura « Après tout, tout était une question de scénario. » « Pas seulement un scénario, mademoiselle, » répondit Poirot en inclinant légèrement la tête, « mais le scénario de la vie elle-même et la cruauté de le réécrire sans consentement. » Il regarda Harlan Duval. « Et vous, monsieur Duval, bien que vous vous soyez disputé avec Marcus pour des questions d'argent, votre conscience reste tranquille. Votre colère n'était rien de plus que la tempête d'un producteur frustré. » Duval expira, soulagé. « Edgar Rims, ton amertume est le fardeau de bien des artistes dont la lumière s'éteint trop tôt. Ta colère était aussi théâtrale que tes rôles, mais tu n'es pas un meurtrier. » Rims hocha la tête, une lueur de tristesse dans les yeux. « Et Ruperval, dit doucement Poirot, vos différends avec Marcus au sujet du contrôle créatif étaient bien connus. Pourtant, vous n'avez pas choisi le chemin des ténèbres. Vous avez détruit des images, certes, mais jamais une vie. » La mâchoire de Rupert se serra, mais il ne dit rien. Poirot se tourna enfin vers Lady Millicent. « Et vous, Lady Hargrave, dont le mécénat a donné vie à ce film, vous aussi portez vos propres chagrins secrets. Mais ce crime ne vous a pas souillé. » Lady Millicent inclina lentement la tête. Poirot s'adressa alors à l'inspecteur. « Inspecteur Calloway, vous avez fait un travail admirable, mais cette affaire était une épreuve d'esprit plus que de force. Une épreuve de petites cellules grises qui, lorsqu'elles sont utilisées correctement, révèlent la vérité au-delà des preuves physiques. » La bouche de Calloway se contracta en un sourire réticent. Et maintenant, la question de la Bible de la continuité, l'objet si farouchement protégé par Marcus. Ce n'était pas seulement un carnet de notes. C'était la clé pour comprendre l'homme lui-même, ses peurs et ses passions. Ces pages contenaient des confessions de regrets et de tourments face aux compromis qu'il avait faits dans sa vie et dans son art. Poirot fouilla dans sa poche et en sortit le carnet abîmé. « Je l'ai mis en sécurité. Il contient un dernier, mot de Marcus, non pas une lettre de suicide, mais une confession de ses propres échecs. Un rappel poignant que derrière chaque grand artiste se cache un être humain imparfait. » La pièce était à nouveau silencieuse, la gravité de la vérité s'installant sur eux. Poirot sourit faiblement. « Le meurtre est un drame tragique, mais la justice est l'acte final qui doit être joué avec dignité et soin. Cléo Martin devra assumer les conséquences de ses actes, mais puisse cette histoire nous rappeler à tous que la plus grande tragédie ne réside pas dans la mort elle-même, mais dans la perte de compassion. » Alors que la police escortait Cléo, Poirot se tourna vers Lady Millicent. « Madame, je crois que Greystone Hall restera silencieux pendant un certain temps, mais la vie, comme les films que nous réalisons, continue avec de nouvelles histoires, de nouveaux départs. » Lady Millicent sourit doucement. « Merci, monsieur Poirot. Votre perspicacité est une lumière en ces jours sombres. » Poirot s'inclina. « Mon ami, dit-il à l'inspecteur Calloway alors qu'il se dirigeait vers la porte. La clé de ce mystère n'était ni l'arme, ni la porte verrouillée, mais le cœur humain. Toujours le cœur humain. Dehors, la nuit était claire et fraîche. » Poirot s'arrêta un instant sur les marches de Greystone Hall, contemplant les étoiles. « Ah, les petites cellules grises, » murmura-t-il avec satisfaction. « Elles m'ont encore bien servi. » Avec un dernier sourire, entendu, Hercule Poirot disparut dans la nuit,
laissant derrière lui les échos d'un mystère résolu et d'une histoire bien racontée.